Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 154 si je ne m'abuse. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, pas mal de news cette semaine-ci et surtout une news assez massive qu'on ne s'attendait pas, ce qui m'a pas mal étonné avec Mixer. On a eu aussi toutes les précisions au niveau de Apple et du WWDC et aussi d'autres petites news au niveau hardware. Alors toutefois la première news concernant la chaîne, c'est que ce lundi 29 juin, à partir de normalement 19h, je vais faire un live très spécial de montage PC, et pas n'importe quel PC, parce que c'est un PC spécial pour les 100 000 abonnés, que je monte en collaboration d'ailleurs avec Asus et AMD. Ils ont participé, ils ont fourni les pièces, merci à eux d'ailleurs d'avance. Et du coup, ce PC, vous pourrez le gagner, tout simplement. Il y aura un concours en même temps et vous pourrez gagner exactement le même PC que je monte. Enfin, vous aurez le PC que je suis en train de monter. Donc si je le monte mal, désolé le gagnant. Non, je le monterai bien. J'ai déjà monté pas mal de PC. Du coup, ce sera demain, en live. Vous pourrez me poser des questions et tout ça. C'est toujours intéressant. Je vous montrerai un petit peu les différentes pièces et tout. Vous pouvez voir d'ailleurs la boîte juste derrière là. C'est la boîte du boîtier. Donc ouais, ça devrait être très intéressant. Tenez compte qu'on a déjà fait la remarque la dernière fois, mais je prends mon temps pour monter le PC parce que j'en profite pour parler, de répondre aux questions des gens et tout ça. Si je voulais speedrun, je pourrais le faire, il n'y a aucun problème. Mais bon, ici, le but, c'est pas de faire du speedrun. Donc ça prendra certainement 3-4 heures parce que je prendrai le temps de répondre aux questions. On installera Windows aussi certainement vite fait pour voir si tout fonctionne bien. Donc ouais, ne soyez pas étonnés. Dans tous les cas, ce sera à partir de 19h, voire un petit peu plus tard. Je programmerai le live demain, comme ça vous aurez la vraie heure et tout. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à venir. Ok, alors du coup, la première grosse news de la semaine, et qui a fait parler énormément, ça a même fait une vague dans le milieu du streaming, c'est le fait que, oui, Mixer s'est fait racheter par Facebook. Donc Microsoft, qui avait racheté Mixer voilà pas mal d'années maintenant, a vendu Mixer à Facebook, qui va être du coup intégré à Facebook Gaming. Ça veut dire que d'ici un mois, Mixer n'existera plus. La plateforme va être mise hors ligne. Donc tous les streamers, d'ailleurs, qui sont sur Mixer, vont devoir littéralement décider est-ce que je passe sur Facebook Gaming ou juste je passe autre part. Donc c'est vraiment sorti de nulle part. Il y avait très peu de signes avant-coureurs, même aucun signe avant-coureur. Honnêtement, toutes les discussions ont été faites en privé. Certainement, certains partenaires commerciaux ont été prévenus à l'avance, évidemment, mais globalement, tout le monde était très surpris. La première raison pour le fait que beaucoup de gens soient surpris, c'est que Mixer, il n'y a pas si longtemps, a fait d'énormes investissements auprès de streamers pour les faire venir sur Mixer, notamment Ninja, Shroud et encore d'autres derrière. Et du coup, c'était extrêmement surprenant. C'est genre, ils font tout leur possible pour essayer de grandir, concurrencer Twitch, et puis d'un coup, ils s'en vont, non, on revend juste à un autre concurrent. Donc ouais, très étonnant. Le premier truc aussi où vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui va arriver donc aux streamers? Donc le truc, c'est que tous les partenaires Mixer actuellement pourront devenir partenaires sur Facebook Gaming. Donc, ils n'ont pas besoin de requalifier ou autre chose avec fournir des preuves comme quoi ils auront assez de viewers ou autre chose. Hein. Ils pourront juste directement signer un contrat. Après, soyons honnêtes, je ne sais pas si quelqu'un veut forcément signer un contrat avec Facebook. On en parlera après, mais bon. Du coup, il y a ça. Ou alors, ils peuvent aussi aller sur n'importe quelle plateforme de streaming comme Twitch ou YouTube Gaming s'ils le veulent et juste changer et repartir de zéro. Donc, évidemment, beaucoup de streamers, vous pouvez même encore aller le voir sur Mixer, beaucoup de streamers étaient extrêmement déçus et ne comprenaient pas cette décision. Ça semble logique. Hein. D'un coup, de nulle part, ils sont en mode « Ouais, finalement, on abandonne, on vend ça à Facebook Gaming et puis basta et on s'en occupe plus. » quoi. Donc ouais, beaucoup de gens surpris. Il y a aussi d'autres trucs assez intéressants, notamment pour ceux qui pourraient vous demander qu'est-ce qui va arriver à Ninja et Shroud, qui avaient signé des contrats apparemment qui, pour Ninja, pouvaient monter jusqu'à 30 millions de dollars. Eh bien, eux, dans leur cas, ils sont bien. Ils sont même en train de rigoler. Bon, ils ont déjà rigolé jusqu'à la banque avec l'argent, mais c'est surtout que quand vous avez des énormes contrats comme ça, il y a souvent des conditions dedans qui fait que si vous gérez bien votre chose, en gros, ils ont certainement, et c'est à peu près confirmé, qu'ils avaient une condition qui disait que si Mixer avait genre fermé un jour ou autre chose, il serait juste payé, tout simplement. Le montant total du contrat, c'était un contrat sur plusieurs années, hein, je vous rappelle. Et du coup, ils sont juste payés tout le montant du contrat. Et puis après, ils peuvent partir où ils veulent. Donc actuellement, Ninja et Shroud notamment, oui, ont pris plein d'argent et sont en train de rigoler en allant jusqu'à la banque. Bon, rigoler, pas forcément, parce que je suppose que eux aussi,
ils ne doivent pas forcément être très contents de ça parce qu'ils ont pris le risque de changer de plateforme. Ils ont mis leur... Même s'il y a beaucoup d'argent impliqué, ils sont mis derrière Mixer et puis Mixer en mode d'un coup, ouais, non, on abandonne finalement. Donc ouais, on ne sait pas jusqu'à maintenant s'ils vont décider d'aller sur Facebook Gaming ou revenir sur Twitch, ça pourrait être possible, ou même aller sur YouTube Gaming. Je vous rappelle que YouTube a signé un contrat avec PewDiePie notamment. Donc YouTube pourrait en profiter, être en mode « Hey, venez sur notre plateforme, nous on vendra pas à Facebook ou je ne sais quoi. Et ça ferait toujours une concurrence pour Twitch. Surtout que je vous rappelle que l'un des gros problèmes qu'avait par exemple Ninja et même Shroud au niveau de Twitch, c'est que Twitch gère certaines choses de pas la meilleure façon possible. Il y a beaucoup de controverses au niveau de Twitch et surtout du staff Twitch qui des fois font un peu n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Et en gros, il y a des traitements préférentiels et tout ça. Et justement, Shroud n'était pas content de ça. En tant que grand streamer, il voulait montrer un petit peu que, ben, oui, il y a un problème avec Twitch. Donc, je ne sais pas s'il reviendra sur Twitch. Probable. Mais ça pourrait être aussi probable qu'il signe avec Facebook Gaming ou avec YouTube Gaming. On verra bien. Du coup, il y a aussi de la polémique un petit peu avec Facebook Gaming parce que, soyons honnêtes, moi-même, je vais être très honnête, hein, j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai fait un guide de streaming hein, où je m'amusais un peu à rigoler de Facebook Gaming et qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit pourquoi Facebook Gaming, ça va quoi. Mais le truc, c'est que j'ai pas vraiment un problème avec Facebook Gaming. Je veux dire, tant que la plateforme marche, ok. Mon plus gros problème, c'est Facebook. Je vais être très honnête, je ne suis pas un grand fan de Facebook. J'ai supprimé mon compte Facebook, voilà, maintenant pratiquement 2 ans, parce que Facebook, de manière répétée, alors beaucoup de sites hein, et beaucoup de réseaux sociaux font des erreurs, hein, ça arrive, hein, Twitter a fait des bourdes aussi, mais Facebook, ils font juste, selon moi, les pires décisions encore et encore et encore d'affilée. Ils n'ont aucun respect pour vos données, ils n'ont aucun respect pour la vie privée, ils font n'importe quoi pour maximiser leurs profits, et ouais, et aussi ils prennent aucune responsabilité sur tout ce qui traîne sur Facebook. Et personnellement, je le vois par exemple avec ma mère qui traîne souvent sur Facebook, le nombre de conneries, de théories du complot qui traînent sur Facebook et qui sont des fois complètement stupides, mais qui continuent de se propager comme si de rien n'était, ce n'est pas normal. Il y en a beaucoup sur Twitter aussi, mais sur Facebook, je vous jure, il n'y a que ça pratiquement. À part si vous commencez à vraiment dire « Ah, je veux juste voir les pages que je like » et vous likez que des pages, respectez autre chose, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez avoir une bonne expérience sur Facebook si vous prenez vraiment le temps de faire ça. Mais ouais, ça demande des efforts. Par défaut, Facebook va vous servir beaucoup de conneries. Donc moi, c'est plutôt ça mon problème avec Facebook. Et c'est le problème de beaucoup de gens avec Facebook. Je ne suis clairement pas le seul et je pense qu'il y en a qui peuvent les confirmer dans les commentaires. Mais bon, le truc, et qu'il faut retenir avec tout ça, c'est que la morale de l'histoire, c'est qu'on perd un concurrent à Twitch. Et ça, c'est pas une bonne chose. Pour la simple et bonne raison que Twitch domine le marché et c'est jamais bon quand une plateforme domine le marché. Je le vois personnellement avec YouTube, hein, où d'un coup YouTube envoie des copyright strikes qui viennent de tierces personnes comme National Geographic sans même vérifier. Et comme ils n'ont aucune concurrence, il n'y a aucune excuse derrière, il n'y a aucune conséquence. Si YouTube avait un vrai concurrent, il y aurait beaucoup plus de conséquences à leur action. Du coup, ici, c'est pour moi un problème parce qu'on perd un concurrent, on perd une plateforme qui permet de régulariser un petit peu Twitch. Et maintenant, Twitch est juste en mode en train de rigoler aussi parce qu'ils sont en mode ouais, on perd un concurrent, donc on est encore plus tranquille. Ils vont même récupérer certainement, et soyons honnêtes, ils vont récupérer quand même pas mal de streamers de mixeurs qui vont revenir sur Twitch. Donc ouais, c'est quelque chose, c'est gagnant-gagnant pour Twitch, quoi qu'il arrive, ce qui vient d'arriver ici. C'est évidemment gagnant aussi un peu pour Facebook Gaming parce que ça leur apporte de la visibilité. Beaucoup de gens ne savaient pas que Facebook Gaming existait, mais bon. Dans tous les cas, beaucoup de remue dans la communauté du streaming, beaucoup de gens pas contents, beaucoup de gens qui ne comprennent pas, et globalement une situation pas forcément géniale. Personnellement, je vous le dis vraiment, je ne suis pas content de voir ça. J'aurais préféré que Mixer continue d'exister, j'aurais même préféré que Mixer devienne une vraiment bonne plateforme de streaming. C'était déjà une bonne plateforme de streaming, soyons honnêtes. J'ai essayé de streamer sur Mixer, mais personnellement, je n'aimais pas trop. Ensuite, passons à des news beaucoup plus relaxées ici, avec le WWDC de Apple 2020. C'est la conférence des développeurs de Apple. Du coup, pas mal évidemment de news sur iOS 14. On a vu, c'est un petit peu l'un des gros focus.
justement les nouveautés d'iOS 14, dont le fait que vous pouvez mettre maintenant des widgets sur votre écran Home. Ça me fait penser beaucoup à quelque chose, ça. Bon, outre les blagues là-dessus, évidemment, beaucoup de gens ont fait les blagues genre « Oh, ils ont juste pris des fonctionnalités de chez Android ». Oui, je veux dire, plein de versions d'iOS depuis des années. Petit à petit, des fonctionnalités d'Android phares viennent sur iOS. La particularité d'Apple, c'est qu'ils ne font pas toujours comme les autres, vous voyez. On a l'impression en fait qu'ils sont en mode « Ok, ça nous intéresse, mais on va le faire à notre façon ». Et ils le sortent seulement quand ils l'ont fait à leur façon pleinement. C'est vraiment ça. Ils pourraient juste le copier rapidement, mais ils sont en mode « Non, on va le faire à notre façon ». Et c'est ce qu'ils ont fait avec un petit peu de widgets. On peut les stacker l'un sur l'autre, par exemple, et ils changent dynamiquement. Vous avez aussi le fait que maintenant, vous avez un app drawer. Bon, ça, les gens ont dit que ça ressemblait à Android, mais j'étais en mode... Est-ce que ça ressemble vraiment à Android des fois? Vous avez des app drawers sur Android où c'est catégorisé, par exemple, comme le fait Apple ici, des suggestions ajoutées récemment et tout ça, mais au final, l'écran, le home screen d'Apple, c'est le app drawer d'Android. Quand vous allez dans Android et que vous sortez le app drawer, là où il y a toutes les applications, c'est comme sur iOS, vous avez toutes les applications qui sont là, forcément. Donc, pour moi, je comprends que les gens se disent « Oh, ben ça ressemble à Android », mais je suis en mode « Non, c'est quand même différent, vous voyez ?» Et le truc, c'est que des app drawers comme ça existe aussi, ça existait bien avant les smartphones aussi sur PC et tout ça. Donc, je veux dire, c'est pas comme si Android avait inventé ça ou autre chose. Donc, personnellement, ce point-là, non, je n'étais pas forcément d'accord que tout le monde soit en mode « Oh, ça ressemble juste à Android », parce que non, c'est différent quand même. Oui, ça ressemble, parce que c'est le même genre de système pour catégoriser les apps et tout ça, mais c'est quand même différent. Dans tous les cas, maintenant vous avez ce app drawer qui trie les applications comme vous pouvez voir. Vous avez des suggestions à ajouter récemment et tout. Note assez importante, c'est que vous pouvez enfin, et je ne sais pas s'ils ont mis un screenshot ici, mais vous pouvez cacher des pages d'applications sur votre iPhone. Donc par exemple, vous voyez cette page-là, vous êtes en mode « Oh, j'ai mis toutes les applications qui ne m'intéressent pas là-dessus. » Donc toutes les applications Apple peut-être. Mais vous pouvez décocher cette page et ne plus l'afficher sur votre home screen. Donc vous pouvez cacher des applications sur votre home screen Apple pour la première fois depuis toujours en fait. Et vous pouvez même cacher toutes les pages et n'avoir que le app drawer. Oui. Donc voilà, pour ceux qui voudraient le faire, vous pouvez le faire. Je pense pas que la plupart des gens vont le faire. Personnellement, je vais être très honnête, je sais que ce serait une copie d'Android, mais je préférerais que iOS nous permette de mettre les logos d'application là où on veut. J'aime pas que ça se trie par défaut en haut à gauche. C'est stupide selon moi parce qu'on peut pas vraiment le mettre comme on veut. C'est toujours... On est obligé de mettre tout en haut à gauche pour que ça se mette. Je déteste ça personnellement. C'est selon moi l'un des points négatifs de iOS. Je sais que certaines personnes adorent ça, mais personnellement, en tant que personne qui a utilisé beaucoup Android, c'est selon moi vraiment un des points négatifs à mort. Les widgets permettent de compenser ça maintenant, donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez mettre quelques widgets en haut pour pousser les applications vers le bas. Donc ça c'est cool, surtout que c'est ça aussi que je comprends pas. C'est qu'Apple essaie de toujours avoir un design intuitif et tout ça, et je suis en mode. Mais le problème c'est si vous avez une application en haut à gauche, et c'est le cas ici, quand vous êtes avec une main, vous ne pouvez pas l'atteindre. Là, je ne peux pas atteindre le haut de l'écran. Je suis obligé d'utiliser ma seconde main ou autre chose. Oui, ils ont mis un mode pour faire diminuer l'écran. Vous pouvez faire juste... j'arrive même pas à le faire la plupart... Voilà, ça. Vous pouvez faire ça et vous pouvez l'atteindre maintenant, mais c'est... bricolage. Vous voyez, c'est du bricolage. Ça ne ressemble pas à Apple, selon moi. Donc, ouais. Ça permettra de mitiger cet effet-là. Mais c'est pas encore parfait, selon moi. Du coup, il y a aussi d'autres nouveautés iOS 14. Je ne vais pas commencer à tout présenter. Siri maintenant prend moins de place, mais vous ne pouvez pas interagir avec la page derrière. C'est un choix apparemment de leur part. Vous avez d'autres nouveautés par-ci par-là, honnêtement. Vous avez les apps, comment ils appellent ça? Je ne sais plus, c'est les apps ciblets ou je ne sais plus quoi. C'est des mini-parties d'applications que vous pouvez juste charger très rapidement sur le téléphone pour interagir, par exemple. Vous allez dans un café, ils ont une mini-application comme ça. Au lieu d'installer l'application, ce qui prend du temps, il faut utiliser de la 4G et tout ça, juste vous scannez un QR code spécial Apple et ça charge une petite partie de l'application qui permet de juste commander ou autre chose. Donc ça, c'est plutôt sympa. Selon moi, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis d'autres fonctionnalités derrière. Je ne vais pas commencer à présenter toutes les fonctionnalités d'iOS 14, surtout que, évidemment, c'est disponible surtout en bêta pour le moment, donc on en verra plus. Il y a aussi iPadOS 14, là, qui a eu moins de mises à jour. Je m'attendais, honnêtement, avec le fait qu'ils ont introduit les trackpads et tout sur iPadOS, qu'ils allaient rajouter plus
de fonctionnalités multitâches, mais globalement, ils n'ont pas vraiment rajouté beaucoup plus de fonctionnalités multitâches. Ils ont surtout fait les mêmes choses qu'évidemment iOS 14, ça semble logique. iPadOS est basé sur iOS de toute manière. Ils ont réussi à rajouter le fait que oui, quand quelqu'un vous appelle, ça affiche une toute petite bulle en haut. Enfin, si vous imaginez, vous avez un énorme iPad et puis quelqu'un vous appelle, ça prend tout l'écran. What? C'est pas très multitâche tout ça. Et il y a aussi, ils ont amélioré le plan aussi, par-ci par-là. Et le fait, la plus grosse mise à jour de iPadOS en fait 14, c'est le fait que quand vous utilisez l'iPad Pencil, maintenant, vous pouvez vous pouvez écrire du texte. Il le convertit sous forme de texte vraiment. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et vous pouvez même rechercher dans ce texte que vous avez tapé, enfin, que vous avez écrit à la main et tout. Donc c'est relativement pratique. C'est un peu comme OneNote au final, soyons honnêtes. Donc ouais, très pratique. Mais bon, pas plus que ça. Personnellement, je ne vais pas vous présenter pendant 3 heures les fonctionnalités. De toute manière, je veux dire, si vous êtes utilisateur iPhone, vous aurez forcément ces fonctionnalités et que vous les aimiez ou pas, vous devrez les utiliser. Du coup, la vraie grosse news, selon moi, vraiment de cette WWDC de chez Apple, c'est le fait que ça s'est confirmé, Apple va passer sur ses propres puces pour les Mac, donc les MacBook, les MacBook Pro certainement aussi, donc des variations certainement de leurs puces qu'ils ont dans leur téléphone. Ils vont passer sur ARM d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est un changement très notable parce qu'actuellement, donc, Apple utilise Intel dans leur ordinateur portable. Et du coup, Intel, évidemment, fait des processeurs en x86. C'est des processeurs, bien souvent, qui peuvent offrir pas mal de performances, mais qui ne sont pas les plus efficaces au niveau énergétique pour mettre dans un téléphone. Du coup, on a aussi ARM qui a été designé vraiment pour être le plus efficace au niveau énergétique et tourne très bien dans les téléphones. Et Apple, évidemment, est très doué là-dessus. Franchement, les puces Apple sont excellentes. Ce sont parmi, c'est même les meilleurs du marché. Soyons honnêtes, il n'y a pas besoin de discuter là-dessus. Du coup, évidemment, vous ne pouvez pas juste mettre une puce Apple et puis ça marche. Non, il faut recoder beaucoup de choses. Il faut recoder pratiquement toutes les applications. Donc, c'est ça que justement Apple a discuté un petit peu. La transition vers des justement Mac soit ARM qui va prendre 2 ans selon eux. Donc pendant 2 ans, les développeurs vont devoir mettre à jour leur application petit à petit. Il y a des matériels aussi. Cette année-ci déjà, avant la fin de l'année, il y aura un premier Mac, un produit Mac avec un processeur ARM. Vous avez aussi un kit de développement qui a été présenté par Apple. Je ne sais pas s'ils l'ont mis dans cette news, non. C'est en gros un Mac mini, mais avec la même puce que vous avez dans l'iPad Pro et avec 16 Go de RAM, oui. C'est complètement différent ici. Et en gros, ça permettra aux développeurs de juste développer en fait pour macOS version 11 du coup ici. Donc c'était macOS Big Sur que c'était. Donc la nouvelle version d'iOS, de macOS, voilà, c'est mieux comme ça, qui du coup supporte évidemment les processeurs ARM. Donc il y a quelques trucs qu'ils ont présentés, notamment quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez du coup Rosetta. Rosetta, c'est la version 2 d'ailleurs. Donc Rosetta, ça avait permis justement la transition à l'époque pour Apple du PowerPC jusqu'au processeur Intel, si je me souviens bien. Et en gros, c'est pour simplifier le travail des développeurs. C'est en gros, au lieu de juste vous devez tout recoder, il y a une traduction qui est faite en partie pour vous faciliter le travail. Parce que pour beaucoup d'applications, une application fort graphique par exemple, qui ne fait rien de très compliqué, vous ne devriez pas avoir à prendre beaucoup de temps pour recoder votre application parce que c'est juste principalement de l'affichage. Donc ça devrait aider pas mal, quoi qu'il arrive, pour simplifier le travail des développeurs. Après, soyons honnêtes, comme j'ai dit, les applications plus complexes qui requièrent un accès plus direct au matériel, notamment avec l'API de Apple là-dessus, Metal, si je me souviens bien, eux demanderont plus de travail. Parce que là, c'est 2 architectures totalement différentes. Vous ne pouvez pas juste prendre une application qui a été faite pour un processeur x86 et la faire tourner sur un processeur ARM. Ce n'est juste pas possible. D'ailleurs, là, il y a une photo du développement kit, justement, avec le Mac mini et sa puce A12Z. Et c'est 16 Go de RAM et même 512 Go de SSD. Donc, ouais, ça fait un énorme iPad en quelque sorte. En quelque sorte. Bon, c'est refroidi à l'air et tout ça, donc ouais. Je suppose qu'ils ont dû augmenter un peu les fréquences de cette puce. Du coup, ça en arrive aussi à d'autres sujets là-dessus, justement. C'est est-ce que Apple va réussir à faire un processeur suffisamment intéressant pour aller dans les Mac? Alors, selon moi, oui. Quand vous regardez l'iPad Pro est aussi puissant, vraiment, que des ordinateurs portables.
mais il n'est pas aussi puissant que tous les ordinateurs portables. Mais le truc, c'est que l'iPad Pro est genre limité en termes de ce qu'il peut consommer et aussi chauffer. Donc notamment, ils mettent une puce qui peut aller jusqu'à 10 watts grand maximum dans un iPad Pro. Et 10 watts, c'est pas grand-chose. Dans les ordi portables, vous avez des puces qui consomment 15 watts, 25 watts, jusqu'à 45 watts. Et même les plus grosses puces mobiles peuvent aller jusqu'à 90 watts pour information. Du coup, hey, Apple a de la marge ici. Ils peuvent sans problème prendre leur future puce A14 certainement et faire une plus grosse version en quelque sorte. Après, il y a des limites à tout ça. Vous ne pouvez pas juste prendre un processeur et puis juste, oh ben j'en rajoute, je fais x2, x3, x4. Il y a un moment, ça ne marchera plus. Vous ne pouvez pas juste augmenter la taille et puis, oh, vous avez plus de performance. Non. Il faut aussi améliorer les performances pour des applications qui n'utiliseraient qu'un seul cœur. Par exemple, si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, Apple a un processeur 4 cœurs ici, même s'ils mettent 16 cœurs d'un coup, si l'application n'utilise qu'un cœur, il n'y aura aucun gain de performance pour cette application. Donc ils vont devoir aussi améliorer les performances d'un seul cœur. Donc peut-être que ça passera par le fait d'utiliser justement les nouvelles versions, enfin les nouvelles architectures d'ARM, en les améliorant évidemment, en faisant des cœurs plus gros, plus performants, qui consomment plus, mais qui c'est pas très problématique dans un MacBook parce qu'il y a plus de capacité à refroidir. On verra bien. Dans tous les cas, pour les MacBooks et les MacBook Pro même, je ne vois pas trop de problèmes personnellement. Maintenant, ce qu'on devra voir, et c'est ça que personnellement je me pose la question, c'est genre les Mac Pro, genre les tout gros Mac Pro, même les iMac. Est-ce qu'il y aura suffisamment, est-ce que Apple arrivera à faire une puce suffisamment grosse, suffisamment puissante pour justifier? Parce que je vous rappelle que dans le Mac Pro, vous pouvez avoir jusqu'à un processeur 28 cœurs de chez Intel, et c'est juste, oui, c'est pas les plus efficaces au niveau énergétique, soyons honnêtes, mais c'est un niveau de puissance qui est genre qui est tellement loin de n'importe quel processeur ARM. Vous pouvez pas juste prendre un processeur ARM, le rendre plus grand et puis hop, vous avez le même niveau de performance. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ouais, il faudra voir. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent augmenter la fréquence. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, par exemple, leur puce tourne à 3 GHz, ils pourraient peut-être la faire monter à 4 GHz pour avoir encore plus de performance. Ça consommera plus, mais dans par exemple un PC fixe, c'est moins un problème. Donc on verra bien quoi qu'il arrive. Ça va être long comme transition. Personnellement, je trouve ça très intéressant. Il y a aussi un autre truc assez intéressant par rapport à ça, c'est le fait que, du coup, toutes les applications iOS et iPadOS aussi tourneront sur macOS parce que c'est un processeur ARM. Et ça, c'est énorme parce que le marché d'applications d'iOS est énorme. Et surtout, le marché des jeux iOS est aussi énorme. C'est pas les meilleurs jeux forcément, mais il y a beaucoup de très bons jeux sur iOS. Et du coup, si vous avez maintenant, vous achetez un Mac maintenant, oui, il y a quelques jeux, mais sans plus. Vous imaginez, vous achetez un Mac dans 2 ans, vous avez tous les jeux qu'il y a sur iOS qui ont été adaptés pour même supporter un grand écran. Là, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Du coup, il y avait des rumeurs justement par le passé qui disaient que Apple allait sortir un Mac pour les jeux vidéo. Et je pense que non, c'était plutôt ça en fait. C'était plutôt le fait que comme ils passent sur ARM, tous les jeux d'iOS peuvent tourner sur macOS maintenant. Et du coup, ils ont un énorme catalogue de jeux vidéo, tout simplement. Et même si ce n'est pas des jeux AAA, la Switch l'a prouvé, donc la Nintendo Switch, vous n'avez pas besoin des meilleurs jeux, les plus beaux ou autre chose. Tant que le jeu est très fun et qu'il est vraiment bien, c'est tout ce dont les gens ont besoin. Et je vous rappelle aussi qu'Apple a lancé Arcade, qui est un service qui vous permet d'avoir des jeux. Vous payez par mois et vous avez tout un catalogue de jeux, sans pub, sans conneries de « Oh, vous devez avoir telle monnaie pour jouer et puis aller plus vite ». Non, c'est des jeux vraiment jouables comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Du coup, ouais, honnêtement, je dirais surtout Android au final, parce que le PC, c'est pas les mêmes jeux. Le PC est plus en concurrence avec les consoles au niveau des jeux. C'est le même genre de jeu. Et vous avez aussi beaucoup de jeux mobiles de toute façon qui peuvent tourner sur PC assez facilement parce que ils font des versions navigateur ou font des versions sur Steam aussi. Mais là, pour Android, c'est une assez grosse concurrence en réalité parce que ça étend le marché pour Apple parce que du coup maintenant tous les Macs vont devenir compatibles et du coup pour un développeur qui se dit j'ai envie de faire un jeu mais je le fais sur Android ou iOS, il se dit iOS maintenant il y a un plus gros marché. Et souvent le truc c'est que soyons honnêtes, les gens qui achètent des produits Apple ont bien souvent plus d'argent. Et du coup, c'est beaucoup plus rentable pour un développeur de développer pour iOS et qui du coup maintenant supportera macOS un jeu et
il en retirera plus, quoi. Donc ouais, moi je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas forcément, je vais être très honnête, un grand fan de tout ce que fait Apple. Je pense que Apple a beaucoup de problèmes encore. Ils sont encore trop fermés, tout ça. Ils devraient des fois essayer de sortir un petit peu aussi de leur coquille de design où ils sont toujours en mode on design comme ça et rien d'autre. Mais bon, il faut l'avouer quand même que s'ils réussissent, et ils ont toutes les chances de réussir honnêtement, ils ont les ingénieurs, ils ont les capacités, ils ont l'argent surtout, et ils ont aussi la popularité, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui utilisent leurs produits, et ça veut dire beaucoup de choses. Ils ont tout en main pour réussir à faire cette transition, et peut-être justement, oui, petit à petit nous amener dans un âge où mais peut-être que le processeur x86 n'est plus le processeur qu'on a dans nos PC, tout simplement, et qu'on a des processeurs ARM. Bon, après, soyons honnêtes, Windows n'est pas prêt de passer sur ARM de sitôt, à mon avis, parce que ouais, Windows souffre d'un problème, c'est que toutes les applications Windows ne peuvent pas tourner sur la version ARM de Windows, et beaucoup de gens n'ont pas forcément le temps ni l'envie de recoder l'entièreté de leur application pour fonctionner sur une plateforme que personne n'utilise. Et ça, c'est là que Apple a l'avantage, c'est que on sait que beaucoup de gens vont utiliser ce macOS version ARM parce que si tous les prochains Macs sortent sous ARM, les gens n'auront pas le choix. Donc ouais. Autre news un petit peu en rapport vite fait, c'est que du coup, une des nouveautés assez intéressantes d'iOS 14, c'est au niveau de la vie privée. Donc notamment quand une application utilise votre micro ou votre appareil photo, ça affiche une petite lumière en haut à droite. Vous avez aussi la possibilité maintenant d'aller voir dans les paramètres ce que utilise une application, genre est-ce qu'il a utilisé par exemple certaines données par exemple que vous avez dans le presse-papier. Et bien maintenant vous pouvez le voir sur iOS 14, en tout cas dans la bêta, et vous pourrez le voir dans la version finale évidemment. Du coup, eh bien, il y a des gens qui ont regardé ce qu'utilisaient les applications. Et ils ont découvert que notamment TikTok et 53 autres applications iOS littéralement récupérer les données de votre presse-papier. Donc le presse-papier, c'est quand vous copiez-collez quelque chose dans, par exemple, iOS, justement, vous êtes en mode « Oh, je vais copier mon mot de passe ». Vous allez le mettre dans votre logiciel ou dans votre application pour vous connecter, et puis vous continuez d'utiliser votre téléphone, vous allez dans TikTok, regardez les derniers trucs à la mode, et voilà, je ne préfère pas savoir ce qu'il y a sur TikTok en ce moment, et TikTok a récupéré votre presse-papier et peut-être votre mot de passe. Donc ça, oui, c'est un gros problème. Et de toute façon, c'est un gros problème sur beaucoup de plateformes parce que c'est aussi possible de le faire pour information sur Windows. Il y a des applications Windows qui peuvent sans problème récupérer votre presse-papier de la même manière et certainement aussi sur Android. Soyons honnêtes, c'est certainement le cas aussi sur Android. Mais du coup, c'est là que c'est, selon moi, je l'avais déjà dit par le passé, mais de tout ce que fait Apple, selon moi, le plus intéressant qu'ils font, et vraiment le truc où personne, je dis bien personne, n'en est au niveau où ils sont des années à l'avance même là-dessus, c'est au niveau de la vie privée. Oui, Apple, évidemment, est une énorme entreprise et je suis sûr qu'ils en profitent un maximum de vos données, qu'ils collectent rien que pour eux, pour vous faire acheter des trucs. Mais un truc quand même qu'il faut leur reconnaître, c'est qu'ils vous donnent beaucoup d'outils pour justement protéger votre vie privée. Vous avez le fait que maintenant, quand vous utilisez le Sign In with Apple, vous pouvez ici vous enregistrer avec une adresse mail générée aléatoirement par Apple. Du coup, ça protège votre adresse mail. Ça génère un mot de passe automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'entrer un mot de passe. Du coup, les gens évitent d'entrer le même mot de passe qu'ils mettent sur 300 000 sites. Vous avez le fait que maintenant, ils affichent si quelqu'un utilise votre caméra, votre micro, et vous le voyez directement. Ils affichent pour voir qui utilise quoi sur le téléphone. Soyons honnêtes, ça, c'est quelque chose que Apple est énormément à l'avance et c'est une très bonne chose. Franchement, c'est une excellente chose. Et ouais, il n'y a personne qui fait ça. Google, je les vois mal faire ça parce que Google, ils adorent récupérer vos données. Ils vont jamais faire ça parce que sinon les gens vont découvrir que Google récupère plein de données justement. Même si vous pouvez déjà voir que Google récupère plein de données. Mais bon, c'est selon moi quelque chose d'assez important que fait Apple et encore une fois qui les rend tellement à l'avance là-dessus. Et c'est clairement une des forces d'Apple, honnêtement. C'est clairement une de leurs forces. Bon, est-ce que c'est parfait? Parce que Apple n'est pas parfait non plus. Non. Mais c'est quand même quelque chose selon moi, qui est très intéressant. Ensuite, changement total de news ici. On revient sur les cartes mères en B550. J'ai oublié d'en parler la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, j'avais l'impression que j'en avais déjà parlé la semaine d'avant, ce qui était le cas techniquement.
Mais je vous rappelle que, évidemment, les cartes mères B550 sont sorties c'était le 16? Oui, il me semble que c'était le 16 juin. Donc, ouais. Et du coup, il y a eu évidemment des mini-polémiques par rapport au fait des prix, justement. Certaines cartes mères en B550 sont extrêmement chères. Il y en a qui vont jusqu'à 300 et des euros. Et ouais, le gros de la polémique, c'était ouais, les cartes mères en B550 sont plus chères que les cartes mères en B450 qu'elles sont censées remplacer. Et selon moi, oui, il y avait un gros problème là-dessus. Mais au final, à force d'avoir vu des tests de toutes ces cartes mères, hein, le truc au final, moi, je me suis rendu compte, c'est soyons honnêtes, elles ne remplacent pas les cartes mères en B450. Vous pouvez toujours acheter maintenant une carte mère en B450 pour de très bonnes raisons. Pour par exemple mettre un 1600 AF de chez AMD, un excellent processeur, très peu cher. Ou même un Ryzen de deuxième génération, un 2600 ou autre chose. Il y a une raison qui existe toujours pour le B450. Le B550, selon moi, ne fait pas concurrence au B450, ou un petit peu en partie, parce qu'il y a des cartes mères en B550 qui coûtent une centaine d'euros, ce qui est le prix de pas mal de cartes mères en B450, soyons honnêtes, les meilleures en tout cas. La vraie concurrence ici, c'est avec les cartes mères en X570, qui, elles, honnêtement, franchement, moi, si j'étais en mode « Oh, je vais me faire un PC haut de gamme AMD », je ne prends pas de carte mère en X570. Il n'y a aucune raison. Il n'y a littéralement aucune raison. Vous avez, avec le B550, du PCI Express 4.0 sur le premier slot de la carte graphique, donc pour une carte graphique, et un slot de SSD. Et c'est largement suffisant parce que pour le reste, vous avez quand même du PCI Express 3.0 qui est encore très bon pour la plupart des gens. La plupart des cartes graphiques sont encore en PCI Express 3.0. La plupart des SSD aussi. Et même les SSD haut de gamme, il y en a toujours en PCI Express 3.0 qui sont toujours très rapides, qui pour le commun des mortels seraient largement suffisants, encore une fois. Donc ouais, honnêtement, il n'y a plus beaucoup de raisons de prendre une carte mère en X570. Et les cartes mères en B550 peuvent être chères, mais elles sont moins chères que les cartes mères en X570. Pour des fois même les mêmes performances. Parce que j'ai pu le tester, moi. Moi, il n'y avait aucune différence entre ma X570 TUF et la B550 TUF. Il y avait zéro différence au niveau perf. Et c'est ce que j'ai regardé dans la plupart des tests. Je l'ai dit, hein, je vous l'ai dit. Il va falloir voir les VRM si ça suit. Et ça suit. Genre, il y a plein de cartes mères en B550 qui ont des excellents VRM que vous pourriez mettre un 3900X overclocké dedans. Elle n'aurait aucun problème à tenir. Et ça, ça prouve que oui, le X570 n'a au final pas beaucoup d'intérêt. Du coup, je ne comprends pas la décision. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi AMD... Enfin, c'est bizarre. Ils ont attendu... À mon avis, ils ont attendu autant de temps parce qu'ils savaient que les cartes mères en B550 allaient concurrencer trop les cartes mères en X570. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'elles sont plus chères parce qu'ils savaient très bien que s'ils les mettaient au même prix que les cartes mères en B450... Bon, déjà, il y aurait des sacrifices qui seraient faits. Hein. Je veux dire, si vous auriez des cartes mères en B550 au même prix que les 450, les VRM seraient, pour certaines de ces cartes mères, pas très bons. Au point même que ça pourrait poser problème. Mais du coup, j'ai l'impression que oui, ils ont attendu pour pas faire trop de concurrence, pour vendre plein de cartes mères en X570. Et ils ont sorti un peu plus cher aussi pour éviter de trop perdre, tout simplement. Parce que maintenant... Encore une fois, X570, il n'y a plus trop d'intérêt. Et à mon avis, vous allez voir beaucoup moins de ventes dessus. Et ça ne m'étonnerait vraiment pas. On va peut-être voir d'ailleurs des promotions à cause de ça. Parce que plus beaucoup de gens les achèteront. Les stocks vont commencer à s'accumuler. Et vous pourrez les acheter au rabais. Donc ouais, j'ai hâte de voir la situation d'ici genre 1 ou 2 mois. Surtout d'ici à ce que la production dans le monde rattrape le déficit de ces derniers mois, évidemment. Et une fois que ce sera fait, vraiment, on va avoir une situation très intéressante. Il y a aussi le problème qu'au final, c'est ça encore plus particulier, c'est que par exemple, les cartes mères en Z490 de chez Intel, elles sont vendues au même prix, au plus bas que les cartes mères B550, et au plus haut, plus cher même que les cartes mères en X570. Donc par exemple, Intel ont une carte mère, mais qui couvre un énorme spectre, vraiment, de choix. Et puis les cartes mères AMD, vous avez B550, X570, mais qui au final couvrent le même marché selon moi, parce que vous pourriez encore une fois mettre le plus gros processeur AMD dans une carte mère en B550. Donc ouais, c'est vraiment particulier. Mais en tout cas, une chose est sûre, personnellement, moi dans mes guides d'achat et tout ça que je vais refaire bientôt plus,
surtout que maintenant ces cartes mères sont sorties, je peux vous le dire que je mettrai très rarement des cartes mères en X570 et la plupart du temps du B450, ou alors je vous dirais, oh, vous voulez plus future-proof, prenez une carte mère en B550 et je vous mettrai. J'ai déjà regardé pas mal de tests, il y en a qui sont vraiment intéressantes pour des prix, au final, je vous le dis vraiment, qui sont pas si loin des cartes mères en B450. Donc ouais, il y a des très bonnes cartes mères. C'est peut-être pas les plus belles à regarder, hein, parce que celles-là, c'est une bonne sélection ici, elles sont des très belles cartes mères. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la carte mère avec des magnifiques designs et autre chose. Des fois, une simple, mais avec des bons VRM, ira beaucoup plus loin que n'importe quelle autre carte mère. Et sinon, il y avait aussi évidemment la polémique sur le fait que les B550 ne supportent pas les processeurs de deuxième génération. Et ça, c'est toujours un problème selon moi. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est encore une fois un nerf, vous voyez, pour donner de l'intérêt aux cartes mères en X570. Et il y a une mouche qui m'attaque. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Donc ouais, c'est vraiment particulier comme situation. Selon moi, AMD aurait pu très clairement bien mieux gérer cette situation. Et ils ont fait un petit peu des erreurs. Ensuite, on avait des news un petit peu sur la 11e génération d'Intel Core. Parce que si vous ne savez pas, c'est un peu particulier, mais AMD prévoit des nouveaux processeurs en fin d'année. Donc ce sera Zen 3 pour information, donc les Ryzen 4000 et des. Et Intel prévoit de faire au final un refresh assez rapide d'une nouvelle génération, donc certainement début d'année prochaine même. Et ce serait avec justement Rocket Lake S, qui est du coup une nouvelle architecture réellement cette fois-ci, parce que les processeurs, c'était Comet Lake, oui, il me semble, oui. Comet Lake était toujours basé sur Skylake, qui était l'architecture des Intel Core de 6e génération, hein, pour information. Donc ça veut dire que oui, depuis le i7 6700K, Intel a amélioré, hein, il améliorait, mais c'était toujours la même architecture globalement derrière. Ils l'ont amélioré jusqu'à la 10e génération. Ils ont fait beaucoup d'améliorations, soyons honnêtes, mais ce n'était pas une nouvelle architecture. Donc là, Rocket Lake est une nouvelle architecture. Il devrait d'ailleurs au passage fixer pas mal, je l'espère, des failles de sécurité qu'il y avait dans Skylake encore, hein, parce que le problème c'est que Skylake était là depuis tellement d'années qu'il y avait toujours des failles de sécurité qui traînaient là depuis pas mal de temps. Du coup, oui. Et aussi, évidemment, Rocket Lake, et c'est ça le gros intérêt, supporterait le PCI Express 4.0. Elle serait compatible avec les cartes mères en LGA 1200, évidemment. C'était à peu près prévu. Beaucoup de constructeurs de cartes mères l'ont dit que oui, nos cartes mères sont compatibles PCI Express 4.0, mais les processeurs Intel actuels ne sont pas PCI Express 4.0. Donc c'était vraiment une situation bizarre. C'était Gigabyte, je vous le rappelle, qui avait lâché l'information et qui avait fait sacré remous, et ça avait même selon moi fait un peu polémique parce que genre vous êtes en mode ouais, ça supporte le PCI Express 4.0 mais il n'y a pas de processeur PCI Express 4.0, donc voilà, vous pouvez l'acheter, peut-être vous l'aurez plus tard, hein, on verra bien, hein. Donc ouais, il y avait beaucoup de problèmes là-dessus selon moi, mais bon, donc ouais, on verra ce que ça donnera Rocket Lake. Il y a juste des engineering samples qui sont apparemment montrés un petit peu sur le web, pas beaucoup d'informations pour le moment, donc ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Enfin, genre une information incroyable en mode oui, il aura autant de cœurs et tout ça. Bon, là, on voit qu'il y a apparemment un Seeker 12 threads et un Weaker 16 threads. Donc, rien de bien incroyable de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ce qu'il faudra vraiment voir, c'est quand ça sort et quand ça sortira, le niveau de performance, l'efficacité énergétique et surtout, qu'est-ce que ça donne par rapport aux processeurs justement d'AMD et des anciens processeurs Intel. Et enfin, une dernière news un petit peu en rapport, c'est justement sur ce fameux processeur de chez Intel qui a 4 cœurs et puis un autre cœur, donc le Big Little, hein, de chez Intel, donc le i5-L16G7. Je ne parlerai pas du nom. Dans tous les cas, il a été benchmarké. Et pas incroyable. Après, franchement, ça ne veut rien dire tout ça. Vous pourriez regarder là-dessus et vous vous dites, il est là en fait, il est en bas du graphique à chaque fois pratiquement. Vous pourriez vous dire, oh, c'est pas très intéressant, regardez un Apple MacBook Air avec un Core i5 fait mieux. Et le MacBook Air, pour info, a un processeur qui consomme 15 watts. Donc c'est déjà un processeur assez efficace au niveau énergétique et pourtant il est 50% plus performant. Donc ouais. Et le truc, c'est, et cette mouche est vraiment embêtante, c'est que ce processeur, normalement, devrait atteindre les 5 watts. Alors, c'est pas encore confirmé, le test n'est qu'un test de performance, on n'a pas vu la consommation, on n'a pas vu la batterie, combien de temps elle dure. Donc c'est ça en fait qui nous intéresse. C'est si vous avez ce niveau de performance à 5 watts, ça va,
ça va largement. Parce que tous les processeurs qui sont en face, eux, sont à 15 watts. Donc s'il arrive à suivre des processeurs 15 watts à 5 watts, oui, ce serait très intéressant. Mais il faudra avoir des tests pour s'en assurer. Il y a aussi le problème, et je le redis, Windows. Windows, quand il voit ce processeur-là, il ne sait pas ce que c'est. Il est en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc 5 cœurs? Enfin, ça, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'il ne sait pas que les 5 cœurs sont différents. Il ne sait pas qu'il y en a un qui est plus puissant ou autre chose. Et du coup, Windows est juste en mode, ouais, je donne les tâches comme je veux. Toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Donc, ouais, il faudra une mise à jour Windows pour supporter un tel processeur. Et c'est pour ça que si vous voyez des tests maintenant, ça n'a aucun intérêt. Franchement, ça n'a aucun intérêt parce que Windows n'est pas encore à jour pour supporter pleinement ce genre de processeur. Est-ce qu'il sera pleinement à jour d'ailleurs dans le futur pour supporter ce genre de processeur? Je l'espère pour Windows ou plutôt pour Intel. Mais bon, on verra bien. Quoi qu'il arrive, c'est pas sûr à 100%. Et enfin, la dernière news qui concerne la chaîne, assez de manière importante selon moi, et aussi la chaîne principale gaming que j'ai, parce que je vous rappelle que j'ai une chaîne gaming qui c'est Aurélien Sama, je fais surtout du Minecraft. Et du coup, sur cette chaîne, je suis devenu ambassadeur pour la marque MSI. Du coup, je tenais à faire la précision, et je ferai la précision dans toutes les futures vidéos où je parle d'un produit MSI, que oui, sur la chaîne, ma chaîne principale, évidemment, je suis sponsorisé MSI. Je fais une petite vidéo chaque mois pour information en mettant en avant leurs produits. Mais ça ne concerne pas la chaîne tech, et c'est ça qui est très important à noter. J'ai totale liberté, et je tiens à garder cette liberté pour dire ce que je veux des produits MSI sur cette chaîne. Si je n'aime pas un produit MSI, s'il est mauvais, s'il a des désavantages, je n'ai aucun problème à le dire. Pour le prouver, je peux même vous dire par exemple que les RX 5700 de chez MSI étaient plutôt mauvaises. À part la Gaming X, elles étaient mal refroidies, elles avaient beaucoup de problèmes. Les cartes mères X 570 de MSI avaient aussi beaucoup de problèmes. Ils ont essayé de fixer ça, et c'est le cas avec les toutes nouvelles cartes mères, mais ils ont quand même fait des très mauvaises cartes mères au niveau des VRM. Donc oui, je n'ai aucun problème à le dire, et je n'aurai surtout aucun problème à continuer de le dire si MSI fait une bourde, tout simplement. Donc oui, je tiens à le préciser, il y a ce contrat sur la chaîne gaming, mais ça ne concerne pas la chaîne tech ici. Et pour ceux qui se demandent, c'est assez commun, je vois par exemple les exemples de Linus Tech Tips, c'est déjà arrivé que Linus Tech Tips fasse une vidéo sponsorisée par Intel, et puis 2 vidéos d'après, il critique totalement Intel. Et vous pourriez vous dire, ouais, ça veut dire qu'il est, enfin, genre, il est pas honnête, il accepte l'argent, et puis après il les critique. Non, ça n'a rien à voir. C'est plus dans le sens que vous pouvez sans problème travailler professionnellement avec une marque pour une vidéo sponsorisée, mais après, rester quand même aussi professionnel. Si cette marque fait une connerie, en parler de manière honnête à votre audience. Et c'est ce que je veux viser moi aussi, c'est que oui, il peut y avoir des vidéos sponsorisées pour certaines marques, mais si elles font des boards, je n'hésiterai vraiment pas à en parler, clairement. Et je dirais même que c'est plus difficile pour ces marques parce que personnellement, il y a des marques avec qui je travaille où je suis plus dur envers eux. Parce que limite, je suis déçu par eux, vous voyez, quand ils font une connerie. Donc au final, je les traite même dans un standard où je suis plus dur avec eux parce que je me dis, ah ben, je travaille avec vous, j'ai déjà fait des vidéos sponsorisées, j'en ferai peut-être dans le futur. Du coup, si vous faites une connerie, moi, c'est impardonnable parce que ben, j'ai une certaine confiance, donc ça me déçoit de voir que vous faites des conneries, tout simplement. Après, il faut aussi tenir compte, par exemple, beaucoup les contacts qu'on a, c'est des contacts commerciaux qui... C'est pas les gens qui ont designé les produits, vous voyez. C'est pas eux qui ont dit, oh ben il est comme ça le produit, point. Eux aussi, bien souvent, sont en mode, ouais, ce produit-là, il est pas très bon. Ils sont honnêtes aussi avec eux-mêmes, ils se disent, ben ouais, des fois, ils doivent faire la promotion de produits qui n'ont pas beaucoup de sens et tout ça. Et ça, c'est de manière générale. Je ne parle pas d'MSI ou même Asus ou Gigabyte ou n'importe quelle marque. Des fois, ils ont juste des mauvais produits, ils le savent très bien. Et bien souvent, ce qu'ils évitent, ils évitent tout simplement en parler. Donc, ils évitent de faire de la pub pour ce produit ou autre chose. Et ils font plutôt de la pub pour des produits vraiment intéressants à côté. Donc, ouais, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est très important qu'il y ait cette transparence ici, que vous soyez au courant. Si j'ai déjà fait des vidéos sponsorisées par le passé, justement pour MSI, pour Asus ou pour n'importe quelle autre marque, vous soyez au courant. Mais je veux aussi que vous soyez au courant que je n'ai aucun problème et je n'ai aucun contrat ou aucune obligation à justement cacher des informations sur le fait qu'ils ont fait un mauvais produit. S'ils ont fait un mauvais produit, je n'hésiterai pas à en parler. Mais alors vraiment pas. Et ce sera le cas pour n'importe quelle autre marque. Même des marques auxquelles je n'ai pas travaillé avec eux, s'ils font un mauvais produit et que c'est vraiment mauvais, au point même que ça parle beaucoup dans l'actualité, j'hésiterai pas à en parler. Et
Donc voilà, et c'est la même chose avec ces marques. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Et sinon, du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. Vous aurez, comme je le rappelle, demain le live à 19h sur la chaîne pour le montage de ce PC. Je tiens d'ailleurs à repréciser par souci de transparence, encore une fois, que les pièces sont fournies par AMD et Asus, en grande partie d'ailleurs, vous verrez, il y aura beaucoup de logos Asus sur ce PC parce que forcément, ils ont beaucoup de pièces déjà, ils font beaucoup de choses, donc ouais, ils ont fourni la plupart des pièces, bien évidemment, parce que c'est eux qui ont sponsorisé ce build. Après, je ne suis pas d'ailleurs payé pour faire cette config en live. Normalement, en fait, tout ce que j'ai, c'est la config, mais moi, j'ai décidé de vous la donner. Donc voilà, il y a un truc que je garde, je tenais à le préciser, c'est la RAM, qui n'est même pas Asus, en fait, c'est de la G-Skill. C'est que ils avaient un kit 64 Go, et moi, j'étais en mode, hey, j'ai besoin de 64 Go, donc finalement, la config aura seulement 32 Go, qui était le même kit que j'avais. Genre, c'est exactement le même kit. 4 barrettes de chez G-Skill, 3600 MHz en CL16 pour information. Et c'est juste, ouais, franchement, c'était les mêmes specs, c'est juste qu'il y avait une version 32 et une version 64. Et j'étais en mode, j'ai besoin de 64 Go. Parce que depuis quelques temps, quand je fais des rendus en 4K, j'ai Adobe Premiere qui me prend tout et qui est en mode, tu aurais pas un peu plus de RAM, s'il te plaît? Et je suis en mode, non, pas actuellement. Donc maintenant, j'ai plus ce problème-là. Donc ouais. C'est le seul truc que j'ai gardé. Je tiens à le préciser. Mais comme j'ai dit, oui, la config techniquement m'appartient. Ils me l'ont fourni, mais moi je décide de la faire gagner parce que pour fêter les 100 000 abonnés, parce que je trouve ça intéressant aussi. J'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. J'aimerais avoir 300 000 configs à faire gagner à tout le monde aussi d'ailleurs, mais c'est juste pas possible. Donc ouais, au moins je peux au moins faire plaisir à une personne. J'espère que d'ailleurs, parce que le tirage évidemment sera fait aléatoirement. J'espère que ça tombera sur une personne qui le mérite vraiment. J'espère vraiment. Après, c'est le principe d'un tirage, c'est aléatoire. On ne sait pas sur qui ça tombe et c'est la loi que ce soit aléatoire. Donc, ouais, j'espère que ça tombera sur une bonne personne qui en a vraiment besoin. Bref, du coup, merci à tous de regarder ce Texama Show. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.